Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va commencer cette séance de conseil municipal. Donc, je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Est-ce que j'ai la liste? Et je vais procéder à l'appel. Donc, Anne Morin, Livino, R. Clémentine, Capelle Olivier, Coussane Sandrine, Raza Marie-Josée, Lacaze Olivier, Monté Josette, Lavette Guillaume, Diaz Marie-Josée, Petit Gérard, Basile Annabelle, Durcan Didier, Camara Sévoline, Boada Stéphane, Salva Trenet, Florisol Jean-Louis, Adèle Catherine, Castellar Cédric, Valencela Aurore, Ortiz Alexandre, dans une procuration à René Salvat, Fradé Emmanuel, Marty Marc, Morguez Myriam, Ballesté Ghislaine, Sanchez Marie-Françoise. Voilà. Donc, je vous propose comme secrétaire de séance Aurore Valenzuela. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, le point même de l'ordre du jour, la séance du conseil municipal, c'est l'approbation du compte rendu de la dernière séance. Est-ce que c'est celui de la dernière séance? Oui? Non? Oui. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des observations? Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Donc le point 2, c'est la clôture du budget annexe du camping municipal, la mise à disposition de l'actif et des contrats de la commune. Donc, considération que par délibération du 4 février 2021, le conseil municipal a donné son accord de principe pour le transfert de la gestion du budget du annexe du camping municipal vers l'EPIC, Office de tourisme. Donc je vous demande de prononcer la clôture et la dissolution du budget annexe du camping municipal à la fin de l'exercice 2021. Donc c'est statutaire, réglementaire, et c'est une obligation qui nous est faite pour qu'on puisse continuer ce transfert. Est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir? Il y a une erreur sur la date. Ah bon. Il y a une erreur sur la date. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas le 4 février, c'était le 23 février. C'est un détail, mais voilà. Pas de souci. Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Il n'y a pas d'abstention? Oui. 2 abstentions. Très bien. Alors, donc toujours sur le point 3 de l'ordre du jour, c'est le mode de gestion du camping municipal de la Pinède, transfert de l'actif et des contrats de la commune vers les pics office du tourisme. Vous voulez dire bon? C'est la suite. Donc, une fois qu'on a dissous le budget, il faut qu'on le transfère à l'EPIC. Et donc c'est l'objet de la délibération, c'est donc ce transfert avec un transfert aussi de l'actif, de tout ce qui est immobilier dans le camping. C'est donc la suite de cette procédure. C'est une démarche qui nous est obligatoire. Elle est motivée par la nécessité de la gestion des services publics ainsi que du même conseil d'administration qui pourra contribuer au développement touristique de la commune. Est-ce que j'ai des questions? Alors, juste une remarque, comme je l'avais indiqué au comité directeur de l'Office de tourisme. On remarque que la convention de mise à disposition des biens et des contrats est de durée illimitée. Dans l'article 9, donc il est indiqué la présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2022 sans limitation de durée. Sur une gestion comme ça qui est transférée à l'EPIC, nous on aurait aimé un espèce de, entre guillemets, galop d'essai.
de 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans si vous voulez, pour voir ce que ça donnait, éventuellement pouvoir revenir en arrière s'il y avait un souci. C'est pas prévu dans la Convention, je trouve ça, enfin on trouve ça un peu dommage. Et on se posait une autre question, c'est si par malheur l'Office de tourisme perd son classement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion du camping? Je ne suis pas sûr que ça ait une grosse incidence, peut-être puisqu'il serait transféré, mais actuellement c'est pas l'actualité, puisque l'Office de tourisme actuellement travaille et tous les clignotants sont ouverts pour qu'il conserve son classement. Et je crois que c'est un classement qui est donné, Antoine, pour 5 prochaines années. Donc, là, il vient d'être renouvelé. Oui, non, mais je ne remets pas ça en cause. Mais comme la Convention est sans limitation de durée, à un moment donné, si, par malheur, encore une fois, si par malheur, dans 10 ans, l'Office du tourisme n'est plus classé, qu'est-ce qu'il advient du camping municipal? Qu'est-ce qu'il advient de la gestion du camping municipal? Est-ce que ça reviendrait à un office de tourisme intercommunal, puisque la compétence tourisme est arrivée à la communauté? Alors, ça dépendra du maire de l'époque, puisque je rappelle, et je pense qu'il faut bien l'entendre, c'est que le transfert du camping municipal n'est pas une DSP, et il n'est pas transféré à des privés. Il est transféré à un établissement public industriel et commercial qui est l'EPIC, qui est entre guillemets le bras armé d'une commune. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que le législateur l'a souhaité, de manière à ce que ce soit plus facile pour les collectivités, avec toute la lourdeur de l'administration, de pouvoir faire une démarche commerciale et touristique. C'est pour cela que aussi le législateur a permis à certaines communes qui bénéficiaient d'un classement de l'office de tourisme, de garder leur indépendance. Donc, je rappelle que le maire, quel qu'il soit, est président de l'EPIC, de fait, et qu'à ce moment-là, avec sa majorité, puisque la majorité de l'EPIC, elle est représentée par les membres du conseil municipal, peut, s'il le juge, par malheur ou par bonheur, peu importe son jugement, décider de reprendre la gestion de l'EPIC. Donc on n'est pas sur une durée indéterminée qui est gravée dans le marbre. Elle est gravée dans le marbre dans mon esprit à moi, parce qu'il me semble que gérer le camping municipal comme on l'a eu fait, sans comptabilité analytique comme ça a été fait dans le passé, avec un investissement relativement confus qui a été mélangé avec le budget de la commune, qu'on a réussi à séparer sur un budget annexe, mais sur lequel on se rend compte, on n'a pas fait par plaisir, on l'a fait parce qu'à un moment, on avait besoin d'avoir plus de fluidité, plus de dynamisme, et qu'on a à côté de nous, nos office de tourisme, on a des personnels qui sont qualifiés, qui sont bilingues, qui sont au fait de la chose touristique, et il nous a semblé beaucoup plus judicieux qu'à travers un EPIC dont je rappelle la présidence est assurée et la majorité est assurée par le conseil municipal, de donner cet outil touristique en gestion à cet EPIC pour qu'il puisse progresser. Et jusqu'à présent, les chiffres nous donnent raison, puisqu'on est passé, je ne vais pas rentrer dans le détail, on y rentrera après si vous voulez, environ d'un peu moins de 400 000 euros de chiffre d'affaires à un peu plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires en quelques années. On est passé aussi sur un effectif qui a été augmenté en termes de création d'emplois et de personnel, et on est passé aussi sur un effectif un peu différent de la gestion de ce camping, qui était un camping plutôt village de toit, le bon enfant, etc., sur un camping plutôt familial, qui a progressé, puisqu'on est passé de 8 mobil-hommes à maintenant pratiquement 25 mobil-hommes, 10 de plus, 35 mobil-hommes, avec une fréquentation plus longue, dont on a allongé les heures de saison, ce qui quelque part, pas quelque part, ce qui sûrement permet aussi d'avoir des retombées dans la ville, puisque les clients des campings vont dans les commerces de Valence. Donc c'était tout à fait légitime dans nos esprits, c'est pour ça qu'on a fait, d'aller au bout de la démarche, après avoir fait un budget annexe, de faire un EPIC pour se faire gérer, avec toutes les compétences, et je profite de ce moment pour dire tous les remerciements et les félicitations à Antoine ici présent, auquel j'ai demandé de venir parce qu'il aura certainement des précisions à donner sur les tarifs, mais aussi à travers lui,
à l'ensemble des équipes de l'Office du tourisme qui ont œuvré pour cette réussite, parce que c'est une vraie réussite. Donc voilà, donc on continue sur cette démarche, donc il n'y a rien de figé, et moi je pense qu'au contraire, on n'est pas là pour faire un coup d'essai, parce que ça fait quand même 7 ans, 8 ans qu'on gère ce camping, et maintenant je pense qu'il fallait franchir ce cap, mais rien n'est inévitable, pas par malheur. Si la démocratie fait que demain la majorité change et que l'orientation est différente, le maire de ce moment-là pourra changer son fusil d'épaule. Voilà. Compte tenu de ces explications, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, le point 4 de l'ordre du jour, on est toujours sur la gestion du camping, le transfert de l'actif et des contrats de la commune vers le TIC, Office du tourisme, donc on est toujours dans les mêmes explications. Je vous fais grâce à la lecture de cette page-là. C'est toujours administrativement. Au camping. Ah, au tarif, d'accord. Voilà, et donc le point 4 de l'ordre du jour, pardon, c'est il est proposé des nouveaux tarifs pour 2022. Alors, concernant les emplacements, il n'y aura plus de forfait au détail suivant l'équipement. Le forfait pour 2 personnes et les mêmes tarifs, que ce soit du camping municipal, de la table. Bon, bref, vous avez eu, je suppose que vous avez lu attentivement tous les tarifs qui sont proposés. Je ne vais pas les énumérer. Le principe que je vais défendre, c'est que ça a été fait en concertation avec les personnels, les personnels qui les gèrent, Antoine, mais aussi, comment ça s'appelle Mademoiselle Rouleau. Pardon? Mademoiselle Rouleau, qui a assuré avec Antoine la sous-direction, et c'est une personne qui a travaillé dans d'autres campings, et l'expérience de cette année nous a amené à l'équipe gestionnaire du camping cette année à nous faire des propositions. Alors certaines ont des augmentations de prix plus ou moins significatives, mais on est toujours sur un camping qui va passer à 3 étoiles maintenant dans son classement, et donc on est sur des prix qui correspondent à cette catégorie 3 étoiles et je dirais même légèrement inférieurs au prix moyen de cette catégorie 3 étoiles. Voilà, donc il y a quelques améliorations, enfin, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Je rappelle que cette année, ce sont 10 mobil-homes qui vont être installés. C'est encore un WC, enfin, un groupe sanitaire qui va être refait, et que on a investi aussi de manière à ce que la Wi-Fi qui était payante jusqu'à présent devienne gratuite. Voilà, donc il y a plus de services, plus de compétences, et je ne dis pas que les autres n'étaient pas compétents, mais on est monté en gamme en compétences, et donc ce qui fait que les tarifs ont été rajustés de la manière dont qui vous est indiqué dans toutes les pages que vous avez par là. Monsieur le maire, oui. Juste vous dire par rapport au tarif que vous avez dans votre dossier, parce que je viens de le voir également, avec mademoiselle Jessica Rouleau, qui m'a envoyé cet après-midi les périodes sont légèrement faussées par rapport à ce que vous avez là. Donc est-ce que c'est important? Bon, je peux vous les nommer, je vais vous les nommer les périodes exactes, parce que c'est pas tout à fait ce que vous avez vous. La première période en tarif emplacement, c'est du 25 février au 2 juin, et du 24-09 au 2-01, ça ne change pas. Sauf du 7 au 14-10. Est-ce que, bon, là c'est ça change de tout, vous allez voir, ça change d'une journée en fait. Il y a une journée qui change. Si vous avez du 4-06, alors que c'est du 3-06 au 1er-07, et du 27-08 au 23-09, et du 7-10 au 14-10. Voilà, donc ça c'est encore changé, et du 2-7 au 26-8 pour la dernière période. Ça c'est au niveau des tarifs des emplacements. Est-ce que, alors je pose la question au conseil municipal, est-ce qu'on les modifie là sur place exactement en faisant des petites modifications parce que c'est juste une période de paramétrage. Jessica Rouleau a eu le paramétrage, quand elle a fait le paramétrage, elle s'est aperçue que sur le logiciel, ça passait sur ces périodes-là. Donc je propose au conseil municipal de suivre les préconisations d'Antoine par rapport à... Si vous voulez les noter, je ne sais pas si par rapport à ça. Je les répète, si vous voulez, je les répète. Oui, Allez, je les répète. La première période que vous avez, c'est du 25-02 au 2-06. Et du 24-09 au 2-01. Et ensuite, c'est sauf du 7 au 14.
au lieu du 8 au 15-10 que vous avez. La deuxième période, c'est du 3-06 au 1er juillet et du 27 août au 23-9. Et du 7-10 au 14-10. Vous avez 8-10 au 15-10. Et après la dernière période, c'est du 2 juillet au 26-8. Donc ça c'est sur par rapport au paramétrage de tennis. Elle a eu la confirmation pour pouvoir faire les réservations qui sont plus simples. Et ensuite sur la période des tarifs locatifs, que vous avez juste en dessous, c'est un peu la même chose. Puisque vous avez toujours, alors il y a moins de changements encore, c'est du 25-02 au 2-6. Du 24-09 au 02-01, ça ne change pas. Et du 7 au 14-10. La deuxième période, du 3-06 au 1er juillet, du 27-08 au 24-09, là il y a une période, il y a juste une journée, du 9-04 au 9-07, du 7-10 au 14-10. Et ensuite, les deux dernières périodes, c'est du 2 juillet au 15, ça ne change pas, par rapport à ce que vous avez, et du 16 au 27. Ah oui, ça vient le 16. Et la dernière période, c'est du 16-7 au 26-8. Ça ne change pas. Voilà, c'est toutes les seules modifications qu'il y avait par rapport à ce tableau-là. Je reste à votre disposition si vous voulez évoquer les points que M. le maire a évoqués par rapport aux augmentations qui ont été proposées. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Ça permettra d'y répondre. Oui, une question. On remarque qu'il n'y a que des forfaits 2 personnes. Ben oui, forfait 2 personnes, camping-car, caravane, tente, vélo. Donc la personne qui vient seule avec son vélo, elle paye pour 2. Comment ça se passe? Alors sur le... Et la personne qui vient, une famille monoparentale, un adulte et un enfant, parce que vous avez le tarif... ben, il y a marqué sur le tableau uniquement forfait 2 personnes. Oui, alors... Camping-car, caravane, tente, vélo. Et dans l'argumentaire, il est indiqué... Sauf si tu es randonneur. Voilà, randonneur. Sauf si tu es randonneur. Et dans l'argumentaire qu'on a, il est uniquement, le forfait sera pour 2 personnes. Donc quelqu'un qui vient tout seul, il paye pour 2. Alors il bénéficie du tarif randonneur quand même, sur la partie qui vient toute seule. Ce qui est assez vraiment intéressant quand même, donc, sur la partie. Les forfaits de 2 personnes, c'est par remplacement. Oui, c'est remplacement. Mais ça, c'est pareil que les chambres d'hôtel. Hein. Oui. Quand vous êtes seul, vous payez le prix de la chambre. Ouais, le prix de la chambre n'est pas divisé par 2. Hein. En fait, donc, à un moment, c'est pour 1 ou 2 personnes. Une chambre pour 1 personne, il paye pour 1 personne. Pardon, moi, j'ai jamais vu un hôtel avec une chambre de 1 personne. Voilà, je tiens à vous dire, ça fait 40 ans que je suis hôtel. Vous n'avez jamais vu? Non. Des signes? Non, il y en a. Les chambres pour 1 personne, je n'ai jamais vu. Ah bah si, parce que vous n'allez pas à Paris. C'est ça. Au prix des chambres à Paris, c'est pas la même chose d'avoir des signes ou d'en avoir... Écoutez, j'y étais la dernière fois, j'étais tout seul dans la chambre. Puisqu'on était au salon des mers et je n'ai pas dormi avec M. Clément, il n'y avait personne d'autre. Et je peux vous dire qu'on a payé le prix de la chambre et la chambre elle était pour 2. Non, mon mari est plus économe quand on va à Paris, par exemple. Voilà, donc voilà. Non mais il y a par rapport aux 8 personnes. C'est le prix de l'emplacement. C'est le prix de l'emplacement, c'est pas le prix. C'est le prix d'emplacement. Le prix d'emplacement, ils sont occupés pour 1 ou 2 personnes, et l'emplacement est occupé. C'est comme une chambre d'hôtel, ils sont occupés pour 1 ou 2 personnes. Moi, ça me paraît logique. C'est le terme forfait. Oui, moi, je ne suis pas du tout choqué. En fait, c'est de la simplification par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait 1 personne avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et ça faisait une grille qui était donc en fait, si on veut venir seul, on a le tarif randonneur. Randonneur, tout à fait. Alors, oui, quelqu'un vient avec un vélo. Il a un tarif randonneur. C'est pas que c'est pas un randonneur, mais c'est un vélo. Et la personne qui vient toute seule avec une voiture, elle a un tarif randonneur aussi? Mais oui. Oui, parce qu'en fait, elle a le même prix. Donc, oui ou non? Mais ça, oui ou non? Mais bon, à la limite, moi je veux revenir là-dessus. Moi je reviens, moi une chambre vaut 100 € dans un hôtel, que je sois tout seul ou 2 personnes, je paye 100 €. J'ai jamais vu mon hôtel, je payais 50 € la chambre, j'étais tout seul. Hein. Le petit déjeuner peut-être, si j'ai pas compris, j'en mange pas 2. Et dans le lit, je me couche. Donc, et là, dans l'emplacement, je l'occupe.
Donc, que ce soit une personne ou deux personnes, j'occupe un emplacement. L'emplacement, il est identique, qu'il soit pour deux personnes ou une. Ah oui, ils ne veulent pas de non, la notion de single, elle existe, c'est pas possible. Oui, elle existe. Dans Quand vous allez à Paris dans un site, vous payez 55 €. un hôtel un avec lit une chambre, de place. il sera plus petit. Moi, j'ai jamais vu des chambres de lit de place. Vous n'êtes pas économe. On ne va pas aux mêmes hôtels. On va pas, voilà. On ne va pas aux mêmes Je hôtels. vous dis, mon mari, quand il va à Paris prendre des singles, c'est pas pour faire des économies au parti. C'est un poker, votre mari. 55 € il paye. Bon, écoutez, c'est comme ça, et moi je pense que ça coule de source. Une personne avec une voiture, là, pour répondre à la question de Manuel, par rapport à une randonneur plus un véhicule, vous avez le tarif véhicule supplémentaire. Donc, ça fait 12,50 € l'emplacement. C'était pas, vous voyez, il a la voiture, donc on a la solution par rapport à ce véhicule. On a la voiture dans l'emplacement. Donc voilà, c'est une seule personne, c'est très rare, hein. À part les randonneurs, on a très rarement des. Non mais Antoine, quand tu loues un emplacement qui est forfaitairement pour deux personnes, hein. Tu loues pas un demi-emplacement, je l'autre moitié d'emplacement, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, Quelqu'un qui met tout ça dans une camping-car. les emplacements sont faits pour deux minimum. Monsieur le maire, quelqu'un qui met tout ça dans un camping-car, va payer ce prix-là. Bien sûr. On paiera l'emplacement du camping-car. Bien sûr. Je sais pas, moi, ça me choque. Moi, quelque part, ça me choque que le tarif de la famille monoparentale, parce qu'il y en a quand même beaucoup, on dit que Manu c'est une station familiale. Alors, soyons jusqu'au bout, logique jusqu'au bout. Une famille monoparentale, un papa qui vient tout seul avec son gamin qui a 10 ans, paye aussi cher que quelqu'un qui est dans un camping-car. Je suis désolé, moi ça me choque. Peut-être ça vous choque, mais le forfait pour deux personnes de l'emplacement, c'est 14 € frais d'un camping-car, je suppose. Moi je ne suis pas camping-cariste, je suppose qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent au prix du forfait. Là on parle de l'emplacement. Sur le camping-car, alors si je viens avec un camping-car, je paye 14 €. Quand tu payes un camping-car, si toute seule, tu viens à 14 €. Si tu es un enfant, ça fait 3,50 € de plus. C'est ça. Donc un Si papa tu viens avec ton mari, tu payes la même chose. Un randonneur tout seul, il ne va pas payer un prix qu'un camping-car. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. C'est l'emplacement du camping-car. Je loue un pédalo, que ce soit seul ou trois, mais c'est le prix de Et si tu prends le tente, c'est moins cher. non, justement, non. Là, l'emplacement de tente n'est pas moins cher. Non, par contre, ça c'est unique. L'emplacement, voilà. Tous les quartiers le font, ça. Donc, sachez-le. Là, il y a tellement peu d'emplacements d'ailleurs, de camping qui restent des tentes dans le département de la région, on peut les chercher encore. Mais là, on a unifié par rapport à ça, parce que c'était une gamme. Même les gens ne comprennent plus rien au niveau de. Si tu avais l'autre tarif auparavant, il y avait tellement de décomposition. Et là, je suis découragé à l'entrée du camping, je dis bon, on fait parler les jours, on comprend rien. C'est tellement décomposé. Je peux vous dire, c'est utilisé d'ailleurs, on comprend rien. Moi, je peux vous dire que dans le tourisme social, c'est pas le même prix un mobil-home ou une tente. J'ai dirigé. Un camping-car et une canadienne, c'est le même prix. Moi, je trouve pas ça logique. Mais peut-être, mais c'est dans tous les campings comme ça. Et de toute façon, on est sorti de l'emplacement. Pardon? Des arcades, il est gratuit. Je vous dis que moi j'étais directrice de la région d'Alsace. Oui, d'accord, mais on ne parle pas de la directrice. Je me serais fait tuer si j'avais mis le même prix pour les mobil-homes et pour les tentes. C'est pas le même prix, les On ne parle pas d'un mobil-home ni de tente, on parle d'un emplacement. Un emplacement de caravane. Un emplacement, que ce soit d'une tente ou d'un mobil-home, ou que vous y mettiez votre caravane dessus, c'est une taille. Maintenant, elles ne sont pas équipées de la même manière. Une tente, si vous ne me laissez pas vous répondre, on n'y arrivera pas. Hein. Très franchement. C'est un emplacement que vous louez. Un emplacement de mémoire, il doit faire 60 ou 80 mètres carrés. Que vous soyez 2 ou 3 ou 4, vous louez un emplacement. Parce qu'à un moment, pour répondre à des normes, il faut que les gens, ils ne soient pas les uns sur les autres. Donc c'est pas l'emplacement d'une tente, c'est l'emplacement que vous louez, avec tout le confort que vous confère le classement et la situation de votre emplacement. Donc si vous louez un emplacement de 80 mètres carrés, à vous d'y venir avec une caravane ou pas un mobil, c'est autre chose, avec une tente, c'est entre guillemets, c'est votre affaire. Vous louez un emplacement de 80 mètres carrés dans un camping 3 étoiles. Vous bénéficiez des sanitaires, etc. C'est le prix de l'emplacement. C'est pas le prix sur un emplacement, on ne met pas deux tentes, on en met une.
c'est une philosophie. Oui, oui, oui. Je peux penser que quand on loue un emplacement pour un camping-car, il y a des services spécifiques au camping-car qui ne sont pas fournis d'électricité, les divers branchements. Et qui paye en plus. Ah, il est payé en plus? Oui, oui. Par exemple, Je ne comprends pas comment ça fonctionne. un randonneur qui vient, il veut l'électricité. Il va payer 4-5 euros de plus. D'accord. En plus, mais c'est le prix de l'emplacement. Ah, c'est pas compris dans l'emplacement. Ah, là, je comprends mieux, parce que là, je ne comprenais pas. Il faut C'est lire le la prix suite. de l'emplacement. Je ne savais pas ce que c'était. Vous avez la suite de tout le reste des composés. Je viens, je veux que l'emplacement ça dans un camping 3 étoiles, c'est 80 mètres carrés, c'est 14 euros. Je vais dans un camping 5 étoiles, c'est 200 mètres carrés, je sais rien, moi, c'est 50 euros. Et que je sois 1 ou 2 ou 50, je paie 50 euros. Pas compris ça. Voilà, c'est l'emplacement. C'est bon? Allez. Donc est-ce qu'il y a des personnes, alors on va passer au vote, je suppose que vous l'avez bien lu, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? 3, 4, 4. Je rappelle que la philosophie du camping, et moi j'y tiens particulièrement, c'est de gérer ce camping avec attention, de manière à ce qu'il soit d'abord qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence avec d'autres campings, et que derrière, ce ne soit pas l'impôt local qui vienne combler le déficit d'un camping qui peut être occasionné parce qu'on n'a pas appliqué les bons prix. Nous ne payons pas des impôts à Vagnous pour que les gens de Paris viennent camper à Vagnous. Les gens qui veulent camper à Vagnous, de Paris ou d'ailleurs, ils sont les bienvenus, mais ils payent la prestation normalement. Voilà, donc c'est aussi la philosophie de la gestion de ce camping. Donc le juste prix normal, pas parce qu'il est municipal qu'il doit perdre de l'argent. C'est un camping qui doit, et dans ma philosophie, dans mon idée, ce camping doit contribuer au budget communal de manière à participer à l'effort que font les Vagnonnais. Voilà, donc le point 4, c'est la communauté des communes Albert-la-Côte-Vermeille, c'est le rapport d'activité. De ce rapport d'activité, combien de pages? 42. 49 ou 50 pages, voilà. 42. Donc on ne vous l'a pas imprimé. Je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi qu'on n'imprime pas. Vous l'avez à disposition en papier à mairie et vous l'avez sur Internet. J'allais vous faire, à moins que vous souhaitiez le lire tranquillement, je ne pense pas. Ah, mais je l'ai lu. Ah, mais C'est pour ça que je peux vous dire qu'il bon fait courage. 42 pages. Pardon? C'est Voilà. pour ça que je peux vous dire. Des félicitations. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur ce rapport de la communauté des communes ou pas? Des commentaires? Non? Il faut le voter, oui. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Alors, la note de synthèse dans le point 6, c'est la modification du statut de la Côte-Vermeille Illiberis à compter du 1er janvier 2022. Donc c'est une décision que nous avons été amenés à débattre et à voter. Elle concerne la promotion touristique et la création de l'aménagement d'entretien des œuvres et des accueils des gens du voyage. Ah ouais? Allez, faites un résumé, oui. Du coup, l'objet des statuts, la modification des statuts a été rendue obligatoire de par la loi Engagement et Proximité qui a modifié un peu le régime des comités de communes et des intercommunalités en supprimant avant il y avait des compétences obligatoires et des compétences optionnelles, comme vous le savez. Maintenant il n'y a plus de compétences optionnelles, elles sont devenues compétences supplémentaires subordonnées à la définition d'un intérêt communautaire. Voilà. Donc du coup, il faut que les statuts soient modifiés pour prendre en compte ce libellé. Donc c'est l'objet de la délibération. C'est l'administration quand on veut faire des choses bien, on les fait. Se rajoute aussi dans ce statut, j'en fais aussi un petit peu de toilettage, ils ont rajouté aussi Saint-Genis-des-Fontaines qui voulait adhérer au réseau des bibliothèques, donc c'est aussi l'occasion de modifier les statuts de par cette demande. Et puis ensuite ils ont modifié également, c'est aussi dans le texte de loi, donc la compétence tourisme et aire d'accueil de gens de voyage où il fallait
collé au texte de loi et donc ils ont réécrit cette partie. Voilà pour l'essentiel des modifications. Moi, je voudrais, avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler les compétences obligatoires de la communauté des communes. C'est l'aménagement de l'espace pour la conduite des actions d'intérêt communautaire, c'est le schéma de cohérence territoriale, c'est le développement économique, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le fameux GEMAPI, c'est la création et l'aménagement d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, c'est la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés, c'est l'assainissement des eaux usées dans les conditions prévues de l'article, etc., etc. Il y a d'autres compétences, et bien sûr l'eau. D'autres compétences supplémentaires ou subordonnées qui ont été prises par notre communauté de communes, c'est la protection et la mise en valeur de l'environnement de Caïchan dans le cadre du schéma départementaux de soutien aux actions de maîtrise de demande d'énergie. C'est la politique du logement et du cadre de vie. C'est la création, l'aménagement et l'entretien de voiries d'intérêt intercommunautaire. C'est la création, l'aménagement et gestion d'équipements à vocation culturelle ou sportive d'intérêt communautaire. D'autres compétences communautaires, c'est l'organisation, la coordination des loisirs éducatifs pour les jeunes de 6 à 18 ans dans le cadre d'un projet global d'intérêt communautaire. C'est l'accueil des enfants de moins de 6 ans dans le cadre d'une offre de services équilibrée sur le territoire communautaire. C'est l'entretien du réseau d'éclairage public. C'est l'instruction des actes d'urbanisme. C'est le grand cycle de l'eau hors GEMAPI, animation et conception dans les domaines de la prévention du risque d'inondation, ainsi que la gestion et la protection des ressources en eau des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique. C'est l'action sociale, la mise en œuvre d'ateliers et de chantiers d'insertion dans le cadre de l'entretien des berges et des rivières, l'entretien des sentiers de randonnée. C'est la construction et la gestion des immeubles mis à disposition, notamment le CAT de Sorel. C'est la politique culturelle à travers le réseau de lecture publique, l'enseignement musical et la démarche pays d'art et d'histoire. C'est la maintenance et gestion des réémetteurs pour la réception à la télévision sur le territoire communautaire. C'est la fourrière animale. Et voilà. Donc tout ceci étant des compétences, vous voyez que la communauté exerce beaucoup de compétences. Et donc, il vient de se rajouter, ou en tout cas de se préciser, les dernières indiquées par M. Kyodo. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai rajouté une autre que vous avez citée très rapidement, et qui est quand même l'objet d'une bataille depuis des années de l'école de musique d'Argelès, qui est le projet d'enseignement musical au niveau intercommunautaire. Et j'avoue que ça fait plaisir de voir enfin arriver ce dossier après des années de bataille. Voilà. Très bien, voilà, donc c'est fait. Ça a été acté. Après, pour l'instant, c'est aux prémices, mais j'espère que ça avancera et que nos enfants pourront apprendre la musique. Voilà. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. D'autres commentaires? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la modification de statut, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 8 lors du jour, c'est la commission de délégation de service public, désignation d'un membre en remplacement de M. Bernard Pêche. Donc, comme de tradition, chaque groupe ou chaque entité a défini les siens. Donc, pour remplacer M. Pêche, je propose la nomination, l'élection de Sandrine Coussan. Est-ce qu'il y a des commentaires? Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Est-ce que vous voulez voter à bulletin secret ou le vote que nous voulons de faire combien à tout le monde? On le fait à main levée si vous voulez. Non, mais bon, ça va. Comme ça, c'est bon. Allez, c'est bon. Donc, dans le point 9, dans la société publique locale perpignanaise, dans la... Oui, le point 8, c'était Sandrine. Non, c'est le point 7. Point 8. Point 8. Donc, société publique locale Perpignan Méditerranée. Donc, c'est une société qui est un bureau d'études qui est désigné, sur lequel on travaille et qui nous permet sur lequel on a travaillé sur le projet de la cantine. C'est un bureau d'études qui
l'émanation de la métropole de Perpignan, et qui travaille avec la métropole de Perpignan, mais qui est spécialisée dans tout ce qui est équipement public, etc., avec qui nous travaillons et avec qui nous avons confié une maîtrise d'ouvrage de Martissol et certainement et du Front Commun. Voilà. Dans son bureau d'études. Donc on doit élire un représentant. M. Pêche étant démissionnaire, n'a pas été représenté. Je propose Guy Vinot pour le remplacer, qui s'occupe des travaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 9, c'est la résidence Paul Rech, désignation du délégué du conseil municipal, donc un remplacement toujours de M. Bernard Pêche, qui n'a pas été désigné. Donc je vous propose pour siéger au conseil d'administration Marie-Josée Grazat, qui s'occupe déjà du social à travers le CCAS. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 10, donc commission municipale, désignation des nouveaux membres, remplacement de M. Pêche et de M. Jean-François Pescador. Donc j'avais cru comprendre que le souhait était que M. Pescador soit remplacé par Mme Sanchez dans la délégation des commissions d'activité. Donc, je me suis permis de le marquer. Et donc, dans la commission des finances, je vous propose donc M. Pêche par Guy Vinot, M. Pescador par Mme Sanchez. On le vote globalement ou on le vote commission par commission? Globalement. Commission d'urbanisme, dont les travaux, M. Pescador par Mme Sanchez. Commission d'agriculture, M. Pêche par Gisèle Ballesté, M. Pescador toujours par Mme Sanchez. Commission de développement durable, M. Pêche par Didier Burkham, M. Pescador par Mme Sanchez. Commission d'affaires sociales, M. Pêche par Aurore Valenzuela et M. Pescador par Mme Sanchez. Commission sécurité police municipale, M. Pescador donc par Mme Sanchez. Port de plaisance, M. Pêche par Guillaume Blavette et M. Pescador toujours par Mme Sanchez. Commission sport et jeunesse, M. Pescador, Mme Sanchez. Commission affaires sociales, M. Pescador, Mme Sanchez. Commission d'appel d'offres. C'est fait. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces désignations? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent voter à bulletin secret? Je suppose que non. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une remarque. Oui. Que c'est bien de faire des commissions, mais ce serait bien qu'elles se réunissent. Parce que par exemple, celle des affaires scolaires, il y a eu une suppression de classe à la rentrée. Personnellement, je fais partie de la commission des affaires scolaires, mais je l'ai su par les parents d'élèves et par les enseignants. Je trouve ça un peu fort de café quand même, que la commission des affaires scolaires ne se soit jamais réunie depuis le début de ce mandat, y compris pour celle de l'agriculture arrière-pays. Sport et jeunesse, on s'est réunis une fois, et sécurité, police, stationnement, une fois aussi. Donc c'est très bien de faire des commissions, mais... L'agriculture s'est réunie. L'agriculture s'est réunie au moins 2 fois. 2 fois. Et on les avait regroupés avec le pêche. Je pêche était encore au conseil municipal, et puis tu l'as réuni une autre fois. Ouais, 2 fois. Après, moi, je viens faire des réunions pour la réunionnite, on peut se voir et boire un verre ensemble, mais à un moment, j'entends bien que le sujet de la fermeture de la classe est un sujet important, il ne faut pas prendre à la légère, bien entendu, mais c'est un sujet qui nous est imposé. On le savait depuis l'année dernière, et malgré toutes les tentatives qu'on peut faire, elles étaient vaines et elles n'auraient pas abouti. Je ne sais même pas s'il y a eu des tentatives, je suis au courant de rien, donc c'est bien. Il y a eu des tentatives. C'est bien de l'apprendre alors que la classe est déjà fermée, de le savoir au 25 novembre. Non, non, mais que les tentatives, vous imaginez bien quand même que le maire que je suis, je n'ai pas laissé fermer une classe sans rien faire. Et après, c'est pour réunir toutes les commissions du monde à un moment. Quand on a 21 élèves par classe, c'est compliqué et quand on a malheureusement un phénomène de perte de population, notamment jeune, et que l'un manque d'enfants parce qu'on a eu des difficultés par rapport à ça. Mais on ne peut que le constater, hein, et ça a été accompagné.
Et après, la Bagnole, ce n'est pas la seule ville côtière où malheureusement les fermetures de places. Je sais bien, mais il me semble quand même qu'il y a je veux dire, un minimum d'informations pour les élus, et puis il n'y a pas que les élus de la majorité qui ont des idées pour pouvoir faire des choses. Ah non, mais j'ai Donc posé à la un question. moment donné, sur un dossier comme celui-là, en sachant que il y en a qui se sont battus dans l'opposition depuis des années et des années pour ce type de choses, il y a peut-être des idées, il y a peut-être des réseaux, etc. Voilà, c'est tout. Ah oui. Donc c'est dommage de ne pas être au courant. Mais, on a eu 3 fermetures de classes en quelques années. On en a évité une. Et l'année suivante, elle a fermé quand même. Et c'est très très compliqué, vous le savez. Et on peut raconter ce qu'on veut, on peut mentir aux gens, on peut penser que le fait de se promener devant l'académie empêchera la fermeture de classe. Malheureusement, les chiffres sont têtus et il faut qu'à un moment, on fait des classes. La seule façon de ne pas se battre pour pas que les classes ferment, c'est de rendre notre ville attractive, de pouvoir proposer à des primo-accédants et d'accueillir des familles. Et c'est tout le sens de l'action qu'on est en train de mener. Alors après, on est d'accord, pas d'accord. Moi, j'espère qu'à travers ce futur lotissement, on pourra accueillir des jeunes couples. Je rappelle qu'on a livré 36 logements HLM où on a reçu pas mal de familles. Ça n'a pas suffi. Et voilà, mais malgré tout, ça reste compliqué. Parce que l'immobilier est cher, parce que les locations sont chères, parce que le travail ne court pas les rues. Et quand on se bat pour garder le centre du Marais, c'est aussi se battre pour garder nos primo-accédants et nos familles. Après, voilà. Ceci étant, les habitants de Bagnole sont des citoyens, tous. Et il aurait été utile qu'ils soient informés. Ils sont informés, madame. En tout cas, ils sont appelés à mener quand même une quelconque action. Je n'ai pas vu d'action menée. Moi, je n'ai pas vu beaucoup. Alors peut-être qu'il n'y a pas, comme il y a quelques années, d'association de parents dynamiques. Je ne sais pas, j'ai plus d'enfants scolarisés. Je ne sais pas, je vous dis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu une banderole à la mairie demandant. En maternelle, là, actuellement, ils sont 19 enfants par classe. Oui. À 3 classes. Donc, des choses, 19 enfants par classe, on termine une classe. Hein. Oui, non, mais. Voilà, après, vous pouvez vous mettre la banderole comme vous voulez, votre classe sera fermée. La seule banderole qu'on peut mettre, c'est de recueillir, c'est de garder de l'emploi et de se battre pour garder des des primo-accédants et des familles sur Bagnole. Mais le reste, on peut faire ce qu'on veut, mais la dure réalité, elle est là. Et on n'a pas eu de classe fermée avant, parce qu'il y a eu le Covid, et parce qu'il y a eu l'engagement de ne pas fermer les classes. Alors après c'est comme le quoi qu'il en coûte, ne croyez pas que ça va durer éternellement, à un moment on le paiera. Hein. Et on pourra mettre les banderoles qu'on veut, à un moment on le paiera. Donc le meilleur combat, je le rappelle, c'est celui de garder des familles. C'est celui-là le meilleur combat. Et de rendre la vie attractive. Et c'est compliqué, parce que tout est compliqué en ce moment. Et je peux vous dire que faire des constructions et faire le lotissement, et je profite de l'occasion pour le préciser, le lotissement à la rectorie, c'est 160 parcelles, ça fait 5 ans qu'on est dessus. Avec une réglementation qui n'arrête pas qui est pléthorique et qui n'arrête pas de s'empiler et qui nous contraint. Et plus elle nous contraint, plus ça renchérit les terrains. Et plus ça dissuade des jeunes couples de venir habiter avec nous. On essaie de trouver des solutions, mais ce n'est pas simple. Allez, donc, le point 11, c'est la modification du PPR, avis du conseil municipal, mais ça en fait partie. Donc je ne vais pas refaire tout l'historique de ce beau projet, mais il s'agit du projet du centre du Marais, sur lequel, c'est la résultante de la délocalisation, de la relocalisation de l'établissement de santé autour de l'hôpital de Perpignan, qui a vu répartir une grande partie des lits de Pierrefitte et pratiquement la totalité des lits du centre du Marais. Et après, longue lutte, comme vous le dites, parce que nous aussi on s'est lutté, on a réussi à maintenir la masse, mais j'en ai que spécialisée, qui est en train de se construire, et de relocaliser à l'intérieur de Bagnole ces 2 maisons de retraite. La maison de retraite Paul Rech, qui, je le rappelle, est en zone rouge,
qui date des années 60, où les patients sont 3 par chambre, des fois 2 par chambre, il n'y a pratiquement pas de chambre individuelle. C'est l'établissement où le personnel est absolument exemplaire, qui permet de résister, mais les conditions de séjour de nos amis retraités ne sont plus acceptables, en tout cas sont de moins en moins acceptées et par les patients et par les familles. Donc, cette maison de retraite, si rien n'était fait, aurait eu vocation malheureusement à être fermée. Donc, on a réussi à le relocaliser parce que c'était impensable d'imaginer que nos parents, nos grands-parents allaient être hébergés à Elne ou à Argelès ou dans des endroits plus faciles. Et on a réussi donc à les relocaliser là-bas. Mais pour cela, il a fallu construire ce chenal qui est très beau mais qui est très impressionnant. Je rappelle 25 ou 27 mètres de large et sur son pont 17 mètres. Je pense qu'il faut accueillir une crue millénaire, ce chenal. Donc c'est comme ça. Et ça nous a permis maintenant d'entamer la procédure avec le concours des services de l'État qui nous soutient beaucoup là-dessus, du déclassement ou du reclassement de cette zone qui était en zone rouge pour partie et en zone bleue. Et maintenant, à la fin de cette modification du PPR, elle sera en zone blanche et elle permettra à l'USAP, le gestionnaire de site, de pouvoir avoir son permis validé, sur lequel il sera construit les 2 maisons de retraite, soit environ 160 lits, et qui représenteront entre la masse et les maisons de retraite autour de 200 millions d'euros. Voilà, donc c'est un projet aussi qui date de 5 ou 6 ans, voilà, c'est pas simple, et donc on est en train de voir le jeu. Donc j'espère et je suppose que personne n'y mettra un avis défavorable à cette modification du PLU. Je vous remercie. Le point 12, c'est l'approbation de l'avenant numéro 2, la convention OPH, et c'est Marie-Jo qui va nous le présenter. On a voté ça? On a voté là, le dernier point. J'ai une unanimité, c'est bien ça. Oui, alors, par délibération en date du 12 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer cette convention. Et du 15 juin 2020, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer l'avenant numéro 1 ayant pour objet la prise en compte d'un nouveau barème de subvention du conseil départemental, l'intégration de nouvelles aides d'action logement. Depuis, la communauté des communes a transmis un second avenant, pièce en annexe, qui a pour objet d'intégrer le financement des parties communes des copropriétés dégradées. Donc on a pu identifier à ce jour 2 copropriétés dégradées, une à Port-Vendre et une à Argelès. Voilà. Vous avez des questions? Il s'agit surtout de pouvoir subventionner la réparation notamment des communs dans les copropriétés qui étaient partis à l'époque. Voilà. Les cages d'escalier, l'entrée d'immeubles, etc. Et donc je rappelle que, je le dis à chaque fois qu'on parle de l'OPH, c'est que c'est un bon système qui est mis en place et qui permet à des personnes très modestes, d'aménager, de refaire leur maison pour les rendre plus confortables et habitables. Parce que des fois, ils sont pas habitables. Et voilà. Et donc c'est bien sûr, c'est pas sur toutes ces conditions de revenus, et puis c'est aussi sur une certaine zone. Je rappelle que la commune y participe également. Oui. Et je le dis souvent, on vote un budget, il n'est pas consommé. Alors des fois, on peut se réjouir quand on ne consomme pas le budget, et là, moi, je me réjouis quand on ne le consomme pas. Je ne suis pas content quand on ne le consomme pas, parce que ça veut dire qu'on n'a pas été bon par rapport à la publicité, on n'a pas été bon par rapport à l'incitation des gens, et ça permet à des gens d'avoir des subventions jusqu'à 40-50% importantes pour la réflexion de leur logement. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Qui s'abstiennent? Qui sont contre? Merci. Ensuite, le point 13, c'est la saisie par voie électronique, instruction des matérialisations, l'autorisation d'urbanisme. Voilà, c'est tout un processus qui est en train de se mettre en place. Je rappelle qu'il y a aussi un processus parallèle pour assister
accompagner les gens qui n'ont pas encore le maniement facile de l'outil informatique et que la maison France Service il travaille aussi, ainsi que les services d'urbanisme de la nationale. Voilà. Donc c'est une obligation qui nous est faite et qui est faite à l'ensemble des communes à côté. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont intervenir? Personnes qui s'opposent? Qui s'abstiennent? Merci. Donc voilà, on a terminé le conseil municipal. J'ai le relevé de décision que j'ai été amené à prendre et que je vous ai publié. Je ne vais pas vous les lire toutes. Ça ne se vote pas, mais ça peut se commenter s'il y a des personnes qui veulent des précisions sur l'ensemble de ces décisions que j'ai été amené à prendre. Juste une demande, oui, concernant la décision 118-2021, la mission pour l'analyse de la pertinence de l'organisation communale et des évaluations et des évolutions à prévoir à la société Afnor Group. C'est quoi ça? Afnor, c'est pour un cheminement vers la qualité, un truc comme ça. Oui, c'est un bureau d'études que nous avons missionné pour faire non pas un audit sur les personnels, mais un audit sur la possibilité et nos performances en termes d'organisation des services et pour pouvoir avoir un regard externe pour quantifier si nos objectifs, quels moyens à mettre en place pour optimiser nos objectifs. Et c'est un organisme qui est resté une semaine ici, monsieur qui est resté une semaine ici, qui a rencontré certains élus, qui a rencontré aussi les personnels, de manière à avoir une idée du fonctionnement de la vie nationale, et qui va nous remettre un rapport que je vous joindrai d'ailleurs au prochain conseil municipal ou dans une réunion de commission, de manière à ce qu'on puisse faire un point sur l'organisation des services et notamment de la performance, si les performances peuvent être atteintes avec nos possibilités. Oui, de compléter, oui. L'idée, en fait, c'est à terme de réaliser un projet d'administration pour coller, en fait, pour que l'organisation de l'administration colle aux objectifs du projet de territoire. Donc il y a un projet de territoire qui a été établi par les élus, et à un moment donné, il faut que l'administration s'organise pour la réalisation de ce projet de territoire. Donc Afnor auditionne un petit peu l'ensemble des cadres, notamment de la collectivité, pour savoir si déjà ils sont en phase avec le projet de territoire et si on est assez bien organisé pour réaliser ce projet de territoire. Donc, quand il y a des trous dans la raquette, ils nous disent voilà, il faudra peut-être embaucher, pas embaucher, mettre plus d'efforts sur l'éducation. Voilà. C'est aussi dans l'objectif des développements, des 17 objectifs de développement durable. Donc c'est aussi, puisqu'ils qualifient aussi les collectivités par rapport à ces objectifs. Donc c'est un accompagnement qu'on va avoir sur la longue durée. D'autres interventions? Donc, en questions diverses, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Bon. Écoutez... Si j'ai une question, je vais vous envoyer un courrier. J'ai été saisi par des habitants âgés de la promenade qui habitent le long de la promenade de la Baillerie et qui sont le soir, il y a beaucoup d'activités bruyantes. Ils souhaiteraient que la municipalité puisse indiquer qu'il y a des gens qui habitent et qu'à partir d'une certaine heure, faire du bruit, crier, c'est quand même très ennuyeux. Je comprends pas. Vous voyez où se trouve Henri Sagols. Oui. Il y a la promenade long, loin, il y a des immeubles, notamment celui dans lequel il y a un certain nombre de personnes âgées dont les fenêtres tombent sur cette promenade. Ils disent que le soir, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui font toute une série de choses.
Notamment du bruit, qui crient, qui rigolent, qui font ce qu'elles veulent, mais en tout cas qui dérange la tranquillité de ces personnes. Et alors elles accusent personne, elles disent mais c'est sûrement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui habitent là et qui font vraiment un bruit qui dérange tout le monde. Donc elles souhaiteraient qu'il puisse y avoir indiqué sur des panneaux qu'à partir de 10 h, il ne faut pas faire de bruit. Voilà, à partir de... Mais c'est un mot de la promenade ou en bas? Derrière Charlie. Ah, la Baillerie. La promenade, c'est juste là, le début de la Baillerie. Voilà. La résidence à Baillerie. Non, même fermer, ça fait énormément de bruit. Parce qu'il y a aussi des motos, des mobilettes ajoutées avec... je sais pas, ils passent avec je sais pas quoi, mais... Comme j'allais vous écrire une lettre, je préfère le dire à tout le monde, parce que voilà, il y a pas mal de personnages élèves, justement, qui sont incommodés par les bruits. Elles demandent simplement une information pour l'appel au civisme. J'ai même pas bon, attention, habitants. Oui, respecter la tranquillité publique le soir, je sais pas. Enfin bon, si vous voulez... je sais pas si c'est que... Comment? C'est pas moi qui veux, c'est... Non, mais j'entends. Je vois les habitants qui vous ont écrit ça. Je les ai rencontrés déjà à plusieurs reprises. Moi, je trouve que ce quartier a fait beaucoup de progrès depuis qu'il n'y a plus de voitures garées dans la rivière. Oui. Oui, non, mais quand il y avait des voitures garées dans la rivière, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, beaucoup de gens qui klaxonnaient, beaucoup de gens qui urinaient dans la rivière, etc. Les gens s'en plaignaient et ils avaient raison. On a fait beaucoup de bruit. La rivière maintenant, elle est devenue un espace naturel. Bon, après on a dit qu'il y a des moustiques. Bon, il n'y a pas de moustiques en réalité. Donc on peut en reparler. Voilà, et bon, maintenant on dit qu'il y a du bruit, j'entends. Bon, vous savez, plus c'est calme, et plus les gens recherchent encore plus le calme. Et donc dès qu'il y a un peu de bruit dans le calme, ça se ressent plus. C'est comme ça, hein, c'est humain. Je comprends, mais on essaiera de tenir compte de sa demande et j'en aviserai le service municipal. Mais bon, c'est un peu compliqué à gérer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, avec le Covid, on a été peut-être plus sensible. Moi, j'avoue que les mobilettes avec le pot d'échappement coupé ou les motos, c'est insupportable. Et pourtant, j'ai fait la moto pendant. Mais jamais j'ai coupé mon pot d'échappement, ça fait un bruit d'enfer. Et bon, on a l'impression qu'il continue à le faire malgré les contrôles. Ok, on le dira à municipal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non? Écoutez, je vous remercie. Nous aurons le conseil municipal pour votre information avant les fêtes de Noël. On va voir le conseil municipal quand? Non. Le piège. Le 21. Alors, pour votre information, on aura un conseil municipal autour du 21, je veux dire, ça doit être le 21, normalement, pas la date précise, pour qu'on puisse clôturer l'année. Voilà, il doit y avoir pas mal de... Non, 18 heures. Voilà, et pour information, c'est moi qui vous donne l'information, je rencontrerai l'ensemble des personnels le 1er décembre à la salle Novelty à 14h pour évoquer les 1607 heures et cette problématique qui nous est imposée. Voilà. J'ai rencontré les syndicats et avec M. Piodo, quelques élus quand ils étaient disponibles, j'ai rencontré la totalité des personnels et des chefs d'équipe pour entendre leur sensibilité, comprendre leurs demandes, leurs inquiétudes, essayer d'y répondre. Et donc je serai amené avec M. Piodo et quelques élus, j'espère les plus nombreux qui accompagneront à faire des propositions en personne. Merci à tout le monde, bonne soirée.